Il est 9h18. Mon invité ce matin, c'est Denis Jacob. Vous êtes secrétaire général du syndicat de police alternative. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler de cette interpellation musclée à Saint-Ouen. Vendredi dernier, un homme est violemment interpellé donc, à Saint-Ouen. Il est arrivé au commissariat, le visage tuméfié. Il a déposé plainte, scène filmée, vous le voyez, par un témoin. L'IGPN, la police des polices, a été saisie. On fait le point avec ce sujet de Maoudi Chulo et Harmonie Pondignaga et on en parle après. L'homme au t-shirt blanc sur les images est un policier en civil. Oh, il a mis un coup de pied dans la tête. Il est rapidement rejoint par des collègues en uniforme. Ils interpellent un homme soupçonné de trafic de drogue. Une scène filmée, partagée de nombreuses fois sur les réseaux sociaux. Nous avons retrouvé l'auteur de cette vidéo. Alors je me suis mis par la fenêtre et j'ai vu un policier en train de tabasser un jeune. Ses collègues ils sont arrivés, il y a un collègue qui lui a mis un coup de pompe dans la tête. Et le policier, quand il s'est relevé aussi, il a mis un coup de pied dans la tête. Placé en garde à vue, l'homme est interrogé par les enquêteurs, le visage en sang. Il affirme avoir été frappé par les policiers lors de l'arrestation sur ce parking, mais aussi dans la voiture qui l'emmenait au commissariat. D'un côté, il s'agirait d'une interpellation classique, mouvementée certes, mais habituelle dans ce genre de cas concernant le trafic de drogue. Et de l'autre, il y aurait eu des violences disproportionnées. Selon nos informations, les policiers auraient eu recours à un taser pour neutraliser l'homme d'une vingtaine d'années qui tentait de s'enfuir. Une enquête a été ouverte pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. L'IGPN, la police des polices, a été saisie. Selon vous, quand vous voyez ces images-là, il s'agit d'une interpellation très ou trop musclée? Alors, tout d'abord, permettez-moi de préciser qu'il faut bien dire à nos concitoyens que la police n'a rien à cacher et que toute la transparence sera faite sur quelque affaire que ce soit. Il y a celle-là, mais il y a également l'affaire de la femme enceinte il y a quelques jours, et puis la malheureuse affaire de Nantes avec la disparition et le décès de Steve. Alors, l'interpellation, quand on la voit sur la vidéo, c'est 50 secondes. Hein. J'ai vu cette vidéo hier également. C'est tiré d'un contexte, elle est tronquée. Et il faut savoir que c'était une opération de police, que cet individu qui est au sol a été pris en flagrant délit de vente de produits stupéfiants, que quand il a vu, enfin les guetteurs ont averti de la présence de policiers en tenue. Le vendeur de drogue est donc parti, s'est sauvé, et il a croisé la route de ce collègue qui intervenait également pour l'interpeller en civil et porteur du brassard de police. Quand il a voulu procéder à l'interpellation, bien évidemment, l'individu ne s'est pas laissé faire. D'ailleurs, dans la bagarre, le brassard police de mon collègue a été arraché et tombé au sol. Il a tenté de prendre la fuite à plusieurs reprises, d'où cette tentative d'interpellation qui, malheureusement, est particulièrement musclée, parce que le collègue est tout seul et qu'il n'a pas d'autre choix que d'utiliser la force pour pouvoir le maîtriser, sinon c'est un dealer qui s'en va. Ce qui est frappant quand même quand on regarde ces images, alors il lui assène plusieurs coups de poing, mais au bout d'un moment, il se retrouve quand même en position de force, il est à califourchon sur lui et lui donne d'autres coups alors que 3 policiers arrivent, donc a priori il a du renfort, et on a l'impression, en tout cas, on prend des pincettes parce que c'est que ce qu'on voit sur ces images, qu'un autre policier arrive et se permet de donner un coup de pied. Alors, sur les comportements de certains policiers, l'IGPN déterminera les responsabilités et s'il y a une faute avérée. S'agissant de ce qui est déclaré dans le reportage, notamment le fait que le policier en civil aurait donné un coup de pied, je vous confirme qu'il n'a pas donné un coup de pied. Et ça donne le sentiment qu'il donne le coup de pied à la personne, mais la personne ne l'a pas reçu. Il faut savoir que cet individu, on lui a proposé les soins sur place des sapeurs-pompiers, les a refusés, et qu'à ce jour, il a une ITT de 3 jours. Donc s'il avait pris des coups de pied dans la figure, croyez-moi que c'est pas 3 jours d'ITT qu'il aurait eu, mais plutôt 10 ou 15 jours. Donc que les choses soient claires, ça ne justifie en rien certains comportements, s'il y a eu des comportements qui ne sont pas déontologiques, et l'IGPN l'établira, et s'il y a faute, les sanctions à la hauteur seront prises. Mais c'est malheureusement ce type d'intervention auquel on est habitué quotidiennement, parce qu'il faut aussi remettre dans l'environnement. C'est dans une cité particulièrement difficile, où les interventions de police sont très compliquées, et qu'on a la nécessité d'intervenir vite et bien pour éviter d'avoir tout de suite un attroupement et potentiellement des violences urbaines. Marie-Ève. Ça veut dire que c'est une situation qui est assez caractéristique de ce qui se passe actuellement entre, d'un côté, la personne qui filme, elle dit, pour elle, c'est un jeune, elle voit un coup de pied. De l'autre côté, vous vous dites, on a des conditions de travail particulières. Comment faire pour que les gens soient conscients des problématiques des uns et des autres? Parce que si vous êtes un jeune qui habite là, vous voyez sous votre fenêtre
ce qui a tout l'air d'être 2 coups de pied. Il y a le policier en uniforme et l'autre le policier en civil qui semble donner un coup de pied. Il y a évidemment de quoi, en regardant ces images, se dire c'est pas normal. Toute la difficulté, c'est cette guerre des images que l'on subit au quotidien. Et moi, j'ai déjà demandé plusieurs fois au ministre de l'Intérieur, mais c'est une demande collégiale de l'ensemble des organisations syndicales. Il y a d'ailleurs un plan de déploiement important dans la police depuis maintenant 3-4 ans. C'est la systématisation de l'utilisation de la caméra piéton. Il faut qu'elle soit rapidement généralisée. Il faut que tous les collègues puissent en être porteurs, parce que c'est un outil de sécurité juridique dans l'intervention de police, parce qu'on voit, et notamment depuis les 9 mois des manifestations des Gilets jaunes notamment, que systématiquement les interventions de police sont forcément mal faites, violentes, qu'il y a des bavures, et donc on a besoin de se protéger juridiquement. Et donc Vous avez il faut... chiffré ça ? Pardon ? Vous avez chiffré l'équipement de chaque policier avec... Alors ça coûte très cher, une caméra, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est entre 700 et 1000 euros la caméra. Il faut le savoir, mais on en a déjà plusieurs milliers en dotation. Le problème, c'est qu'on est 106 000 gradés et gardiens de la paix, alors peut-être pas tous sur la voie... les gendarmes. Voilà, mais pas forcément tous sur la voie publique, mais ça représente plusieurs dizaines de milliers de caméras à acheter, c'est clair. Il y en a déjà plusieurs milliers qui ont été mises en dotation. Il faut accélérer le mouvement et généraliser, parce que c'est un vrai outil de sécurité juridique, et là on pourra opposer les vidéos qui sont prises par certaines personnes et les vidéos de la police. En outre, je précise que dans cette affaire, on a la vidéo surveillance en plus de la municipalité qui viendra soit conforter la version de la police, soit conforter la version de la personne qui, je le rappelle, est un dealer et qui a déposé plainte contre mes collègues. Vous le disiez, Monsieur Jacob, on n'a rien à cacher. C'est vrai que cette intervention, comme d'autres maintenant, s'est faite devant des caméras. Il y a de plus en plus de caméras de vidéosurveillance dans les villes, tant mieux d'ailleurs. Il y a de plus en plus de téléphones mobiles également. Pour vous, c'est un avantage ou un inconvénient finalement ? Tout ce que vous faites, tout se sait, tout se voit. Alors, c'est un avantage si tout le monde a le même rapport de force, si on peut parler. Aujourd'hui, on n'est pas équipé de la même manière que les personnes qui, dès qu'il y a une intervention de police, filment. Donc, il faut se mettre à jour et il faut qu'on donne tous les moyens nécessaires à nos collègues de pouvoir justifier qu'ils ont pu faire leur intervention en bonne et due forme et dans le respect notamment du code de déontologie. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas, et donc c'est les images contre la parole de nos collègues, et trop souvent, malheureusement, nos collègues, leur parole n'est pas entendue. C'est trop souvent aussi, parfois, on a eu des paroles institutionnelles, pas forcément de vos collègues, mais au niveau du procureur, qui ont dit qu'il ne s'était rien passé, qu'il n'y avait pas eu contact. Je pense par rapport, par exemple, à ce qui s'est passé à Nice, avec cette manifestante qui est tombée par terre. Dans un premier temps, on a assuré qu'elle n'avait eu aucun contact avec les policiers. Quand je dis on, c'est le procureur. Et puis après, il est revenu dessus. Donc, vous comprenez que le discours des policiers n'est pas toujours très crédible de ce fait. Il n'est pas crédible parce qu'il est aussi manipulé aussi bien par certaines autorités que par le pouvoir politique et l'opposition. Et aujourd'hui, on sert de punching ball. Il suffit de voir la malheureuse affaire Steve, comment elle est montée tout de suite médiatiquement par le biais de certains politiques qui tout de suite ont dit que c'était la faute de la police. Moi, je ne vais pas dire que c'est pas sa faute, mais je ne vais pas dire que c'est sa faute aussi. Aujourd'hui, on est dans le cadre d'une enquête qui n'arrive pas à déterminer, au moment où je vous parle, si l'intervention de police a été l'élément déclencheur de la disparition de Steve. On ne le sait pas, donc on va attendre l'enquête. Et je me répète, une fois de plus, s'il y a des manquements à quelque niveau que ce soit, y compris au plus haut des autorités, eh bien les sanctions devront être prises à la hauteur de ces fautes. Mais à l'inverse, s'il n'y a pas eu de manquement et il n'y a pas de faute, en tous les cas, il est clairement établi que la police n'est pas comptable de ce qui s'est passé dans quelque affaire que ce soit, il faudra aussi savoir le dire. Et en même temps, on a l'impression que les enquêtes de l'IGPN prennent un peu de temps parfois. Il y a eu 300 enquêtes menées par l'IGPN après les manifestations des Gilets jaunes. Qu'en est-il ? Alors que, on répète, du côté des Gilets jaunes, beaucoup ont eu droit à des comparutions immédiates, ont été condamnés, et tout s'est fait très rapidement. Il y a aussi ce sentiment de justice à deux vitesses. Comment l'IGPN travaille concrètement? Par exemple, cette affaire de Saint-Ouen, concrètement, voilà, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi le process? Alors, il est vrai, alors déjà dans un premier temps, il faut quand même préciser que, et moi je le dis depuis plusieurs semaines, il y a une énorme erreur de communication institutionnelle sur comment travaille l'IGPN, quel est son rôle, où s'arrêtent ses prérogatives
objective. Et il y a une confusion des genres dans l'esprit de la population qui considère que c'est l'IGPN qui enquête de A à Z, ce qui n'est pas vrai. L'IGPN, son premier travail, c'est de mener une enquête administrative pour établir s'il y a eu des manquements ou non de policiers. Tout ce qui est ensuite, dans le cadre d'une affaire comme celle de Saint-Ouen ou comme celle de Nantes, c'est une affaire judiciaire et c'est dans le cadre d'une affaire judiciaire avec des juges d'instruction. Ce sont eux qui procèdent aux auditions de tous les mis en cause ou des témoins, voire des victimes. Et c'est pas à l'IGPN de le faire. Donc l'IGPN, je dirais, c'est un point de départ d'une enquête judiciaire. Bien évidemment, ce que l'IGPN aura fait sera ajouté à l'enquête judiciaire, mais c'est l'enquête judiciaire qui va mener toutes les investigations nécessaires. Merci beaucoup. Merci Denis Jacob d'avoir répondu à nos questions ce matin sur LCI.